2 coupes de champagne, mais un seul lit défait. Cette image me hante encore aujourd'hui. Mais laissez-moi revenir au commencement, à cette soirée d'octobre où j'avais prévu de surprendre Margot avec ses fleurs préférées, des pivoines blanches, celles qu'elle adorait sentir au marché de Neuilly chaque dimanche matin. Je m'appelle Thomas. 42 ans, consultant en marketing digital, spécialisé dans l'optimisation des campagnes de retargeting pour les entreprises de luxe. Ma vie ressemblait à une publicité parfaite, appartement haussmannien dans le 16e arrondissement, portefeuille d'investissement bien diversifié, et Margot, ma femme depuis 8 ans. Elle dirigeait une agence de communication mode et beauté, travaillait avec des influenceuses reconnues, organisait des shootings pour de grandes marques. Nous étions ce couple que tout le monde enviait, celui qui affichait un bonheur éclatant sur Instagram, celui qui parlait cash flow et roi pendant les dîners entre amis. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, je rentrais plus tôt que prévu d'une conférence sur l'éducation en ligne à La Défense. Le sujet m'avait passionné. Comment monétiser une plateforme e-learning en optimisant les taux de conversion. J'avais même pris des notes pour Margot, sachant qu'elle réfléchissait à lancer sa propre masterclass sur le personal branding. Les pivoines dans une main, ma mallette dans l'autre, j'ai gravi les marches de notre immeuble avec cette légèreté particulière qu'on ressent quand on s'apprête à faire plaisir à la personne qu'on aime. L'ascenseur était en panne. Tant mieux, pensais-je, cela me donnerait le temps de savourer l'anticipation. Au 5e étage, j'ai sorti mes clés, imaginant déjà le sourire de Margot quand elle découvrirait les fleurs. Mais en ouvrant la porte, quelque chose d'inhabituel a immédiatement attiré mon attention. Un parfum. Pas celui de Margot, non. Quelque chose de plus lourd, de plus masculin. Tom Ford Grey Vétiver, si mes souvenirs sont bons. Le même que portait mon associé Marc lors de nos réunions clients. Margot, ai-je appelé, posant les fleurs sur la console de l'entrée. Silence. J'ai avancé dans le salon. Tout semblait normal, à un détail près. 2 verres à champagne trônaient sur la table basse. 2 verres, alors que Margot ne buvait jamais seule, surtout pas un mardi soir. L'un d'eux portait encore la trace de rouge à lèvres, pas le sien. Margot portait toujours des teintes nudes très discrètes. Cette trace était d'un rouge carmin, audacieux, presque provoquant. Mon cœur s'est mis à battre différemment. Plus fort. Plus vite. J'ai tendu l'oreille. Des murmures venaient de notre chambre, au fond du couloir. La voix de Margot, oui, mais aussi celle d'un homme. Grave, familière. Trop familière. Je me suis approché sur la pointe des pieds, mes chaussures de ville résonnant malgré moi sur le parquet. Plus j'avançais, plus les voix se faisaient distinctes. Elle riait. Ce rire cristallin que j'avais appris à aimer, mais qui maintenant prenait une couleur différente, plus intime, plus complice. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas avant 21h ? C'était elle. Certain. Sa conférence se termine toujours par un networking. Tu le connais, il ne rate jamais une occasion de parler de ses stratégies de branding. Cette voix. Mon sang s'est glacé. Mon associé depuis 5 ans, celui avec qui j'avais monté notre agence, celui qui connaissait par cœur mes habitudes, mes horaires, ma manière de structurer mes journées. Celui à qui j'avais fait confiance pour gérer nos finances, notre comptabilité, nos liquidités. Celui qui avait accès à tous nos comptes professionnels. Je me suis arrêté devant la porte entr'ouverte de notre chambre. Mon regard a plongé dans l'intimité de ma propre maison, dans l'intimité de ma propre vie, et ce que j'ai vu a fait exploser quelque chose dans ma poitrine. Margot était allongée sur notre lit conjugal, celui où nous faisions l'amour depuis 8 ans, celui où nous avions parlé d'avoir des enfants, celui où nous regardions nos séries le dimanche matin en buvant du café. Elle portait une lingerie que je ne lui connaissais pas. Noire, sophistiquée, coûteuse. Le genre de pièce qu'on n'achète pas pour rester seul chez soi un mardi soir. Marc était assis au bord du lit, en chemise blanche ouverte. Ses mains caressaient les jambes de ma femme avec une familiarité qui trahissait des mois, peut-être des années de complicité secrète. J'ai trouvé un nouvel appartement pour nos rendez-vous, murmurait-il en embrassant son cou. Quelque chose de plus discret que l'hôtel. Le propriétaire accepte les paiements en liquide, sans question. Où ça ? Près de la place Vendôme. Un investissement locatif que j'ai négocié ce matin. Double avantage, on aura notre nid d'amour et ça optimisera mon portefeuille immobilier. Ma femme a ri de nouveau, de ce rire que je croyais réservé à nos moments privés. Tu penses toujours comme un businessman, même quand tu me fais l'amour. C'est pour ça que tu m'aimes, non ? Parce que je sais prendre des risques calculés. Contrairement à ton mari qui préfère la sécurité de ses assurances auto et de ses placements sans risque.
Le monde s'est écroulé sous mes pieds. Ils parlaient de moi comme d'un étranger, d'un obstacle, d'un détail gênant dans leur histoire d'amour. Marc connaissait nos finances par cœur, normalement pour optimiser notre société, mais manifestement aussi pour me comparer défavorablement à lui-même. J'ai reculé silencieusement, le souffle coupé. Dans le salon, les 2 coupes de champagne me narguaient sous les lumières tamisées. Sur la table, j'ai remarqué un autre détail que j'avais manqué, une facture froissée, pliée en 4. Je l'ai dépliée avec des gestes tremblants. Hôtel Bristol Paris, suite impériale, ou mardi 15 octobre entre 17h et 20h. Aujourd'hui. Cet après-midi, pendant que j'étais en conférence, il s'était retrouvé dans l'un des palaces les plus chers de Paris. La facture était au nom de Marc, mais payée avec notre carte corporate, celle de notre société, celle que nous partagions pour les frais professionnels. Il utilisait notre argent, mon argent, pour financer ses rendez-vous avec ma femme. Au dos de la facture, une écriture féminine, prochain shooting Chanel prévu jeudi. Dis à Thomas que c'est une opportunité en or pour l'agence. Il ne refusera jamais une collaboration avec une marque de luxe. Ça nous donnera toute la journée. Ma propre femme planifiait leurs adultères en utilisant mon réseau professionnel, mes contacts, mes ambitions. Le shooting Chanel qu'elle mentionnait était probablement fictif, un prétexte pour me faire croire qu'elle travaillait pendant qu'elle couchait avec mon associé. Je suis retourné dans l'entrée, les jambes flageolantes. Les pivoines blanches me semblaient soudain pathétiques, ridicules. 8 ans de mariage, 5 ans d'association commerciale, des années de confiance aveugle, tout s'effondrait en quelques minutes. Mais le pire restait à venir. En ramassant ma mallette, j'ai remarqué que mon téléphone clignotait. Un message de Marc, envoyé 20 minutes plus tôt, pendant que j'étais encore dans le RR. Réu client reporté à demain. Margot et moi on avance sur le dossier influenceuse mode. On travaille chez toi ce soir pour être plus tranquille. Fais pas de bruit si tu rentres tôt, on sera en pleine créa clin d'œil. Ce clin d'œil. Cette complicité narquoise. Il se moquait de moi ouvertement, sachant que je lirais ce message en rentrant chez moi, que je croirais à cette mascarade de réunion de travail. Mes mains tremblaient. La rage montait, froide et méthodique. Ces deux-là avaient fait de moi un cocu, un imbécile, un financeur involontaire de leur liaison. Ils avaient ri de ma naïveté, utilisé ma générosité, transformé ma maison en théâtre de leur trahison. J'ai entendu des pas dans le couloir. Ils se dirigeaient vers la salle de bain. L'eau a commencé à couler, sans doute une douche complice avant le départ de Marc. J'avais quelques minutes pour disparaître, pour faire comme si je n'avais rien vu, rien compris. Mais en quittant l'appartement, une certitude s'ancrait déjà en moi, ils allaient le payer. Tous les deux. Méthodiquement, froidement, sans émotion apparente. Marc maîtrisait les finances. Margot maîtrisait l'image et la communication. Moi, je maîtrisais quelque chose qu'ils avaient sous-estimé, la patience et la planification stratégique. En redescendant les escaliers, une idée germe déjà. Marc avait utilisé notre carte corporate pour financer ses escapades amoureuses. Cette facture du Bristol n'était probablement pas la seule. S'il était aussi négligent avec nos comptes qu'il l'était avec sa discrétion, j'allais trouver bien d'autres preuves de ses détournements. Et Margot ? Margot qui planifiait des faux shootings pour couvrir ses adultères, qui utilisait notre réseau professionnel pour ses mensonges. Elle avait fait de moi un instrument de sa tromperie. Il était temps qu'elle découvre que les instruments peuvent se retourner contre ceux qui les manipulent. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. Café, journal, sourire conjugal. Margot m'a embrassé distraitement en partant pour son soi-disant rendez-vous avec une influenceuse beauté. Marc m'a envoyé un SMS pour reporter notre réunion hebdomadaire, imprévu client, bien sûr. Mais moi, j'avais d'autres plans. J'ai passé la journée à éplucher nos relevés bancaires professionnels des 6 derniers mois. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes. Le Bristol n'était que la pointe de l'iceberg. Marc avait utilisé notre société pour financer des dizaines de déjeuners d'affaires, dans des restaurants étoilés, des séminaires de formation, dans des hôtels de luxe, des frais de représentation, qui correspondaient exactement aux dates où Margot prétendait être en déplacement professionnel. Il avait même acheté des bijoux chez Cartier, facturés comme « cadeau client haut de gamme ». Des bijoux que j'avais vus au cou et au poignet de ma femme, qu'elle prétendait avoir achetés avec ses propres revenus. 38 000 €. C'était le montant total de leurs petits arrangements en 6 mois. Mes économies, notre cash flow, nos liquidités prévues pour développer l'agence, tout avait servi à financer leur liaison.
Mais au-delà de l'aspect financier, j'avais découvert autre chose. En croisant les dates de leurs escapades avec l'agenda professionnel de Margot, j'ai réalisé qu'elle avait saboté plusieurs de mes contrats importants. Des rendez-vous manqués, des présentations bâclées, des clients perdus, tout cela correspondait à leur rendez-vous galant. Elle sacrifiait délibérément ma carrière pour protéger leur liaison. Ce soir-là, j'ai commencé à tenir un carnet. Date, heure, montant, mensonge, preuve. Chaque élément soigneusement répertorié, chaque détail documenté. Si Marc et Margot étaient passés maîtres dans l'art de la tromperie, moi j'allais devenir expert en enquête et en planification de vengeance. Parce que maintenant, je le savais, ce n'était plus une question d'amour blessé ou de fierté masculine. C'était devenu une question de justice. Une question de récupération de ce qu'ils m'avaient volé. Une question de leur faire comprendre que certaines trahisons ne restent jamais impunies. Et j'avais tout mon temps. Après tout, ils me croyaient encore aveugle et confiant. Ils n'imaginaient pas que leur victime était en train de devenir leur prédateur. Le parfum de Tom Ford dans notre salon avait révélé bien plus qu'une infidélité. Il avait révélé deux personnes sans scrupules, prêtes à tout pour assouvir leurs désirs, y compris à détruire celui qui leur faisait confiance. 3 semaines plus tard. Le réveil sonne à 6h30, comme chaque matin. Margot se blottit contre moi, ses cheveux chatouillent mon cou, et pendant quelques secondes d'endormissement, j'oublie presque tout. Puis la réalité me rattrape, froide et implacable. Cette femme qui ronronne contre mon épaule a passé hier après-midi dans les bras de mon associé. Cette main qui caresse distraitement mon torse a touché un autre homme. Cette bouche qui murmure « Bonjour mon amour » a embrassé Marc moins de 24 heures plus tôt. « Tu as bien dormi ?» me demande-t-elle en s'étirant. Comme un bébé, je réponds avec ce sourire conjugal que j'ai perfectionné ces dernières semaines. Margot se lève et se dirige vers la salle de bain. Je profite de ce moment pour consulter mon téléphone. 3 notifications de notre banque professionnelle, encore des virements suspects. Marc devient de plus en plus négligent ou de plus en plus arrogant. 2000 € de frais de déplacement hier, exactement au moment où Margot était supposée être en formation e-learning chez elle. J'ai créé une feuille de calcul Excel que j'alimente quotidiennement. Colonne, date, heure, mensonge de Margot, dépenses suspectes de Marc, recoupement. En 3 semaines, j'ai accumulé 47 entrées. 47 preuves de leur duplicité organisée. Chérie, tu peux me déposer chez Céline ce matin? Ma voiture est au garage, lance Margot depuis la douche. Céline. Sa meilleure amie, complice de tous ses mensonges. J'ai vérifié, Céline était en vacances à Bali cette semaine-là selon son Instagram. Donc Margot ne va pas chez Céline. Elle va retrouver Marc quelque part, probablement dans cet appartement près de la place Vendôme dont il parlait l'autre soir. Bien sûr, mon cœur. À quelle heure tu veux que je vienne te chercher? Ne te dérange pas, Céline me ramènera. On a prévu de faire du shopping pour son shooting avec cette influenceuse mode, tu sais, celle qui a 3 millions de followers sur TikTok? Nouveau mensonge. Fluide, naturel, agrémenté de détails crédibles. Margot est devenue une virtuose de la tromperie. Mais moi, je suis devenu encore plus virtuose dans l'art de la démasquer. En la déposant devant chez Céline, elle y reste juste le temps que je démarre pour rejoindre Marc 2 rues plus loin, j'imagine, je l'embrasse tendrement. Un baiser de Judas, mais elle ne le sait pas encore. Bonne journée, ma chérie. Toi aussi, mon amour. Ma chérie. Mon amour. Ces mots résonnent étrangement quand on sait qu'ils recouvrent des mois de mensonges et de trahison. Mais je continue à jouer le jeu. Pour l'instant. Direction le bureau. Notre agence occupe un open space lumineux dans le 10e arrondissement, avec vue sur le canal Saint-Martin. Marc m'attend avec son éternel café serré et son sourire de commercial. Il porte une chemise que je ne lui connaissais pas, Paul Smith, visiblement coûteuse. Nos bénéfices sont encore servis à financer sa garde-robe, apparemment. Salut, Thomas. Prêt pour la réunion avec le groupe Kering? Kering. Un de nos plus gros clients potentiels. Si nous décrochons ce contrat, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2 ans, de quoi transformer notre petite agence en player sérieux du marché. Marc le sait. Moi aussi. Et c'est exactement pour ça qu'il va essayer de me saboter. Évidemment. Tu as finalisé les slides de la présentation? Presque. Il me reste juste à intégrer les KPI de la dernière campagne de retargeting pour Louis Vuitton. Tu peux me filer ton mot de passe Analytics? Mon mot de passe Analytics. Celui qui donne accès à toutes nos données stratégiques, tous nos résultats,
tous nos secrets commerciaux. Marc veut récupérer nos meilleures performances pour se les approprier. Je le sens. Cette demande apparemment anodine cache quelque chose de plus gros. Je te les envoie ce soir. Là, j'ai un appel avec l'équipe de développement de notre nouvelle plateforme e-learning. Mensonge. Je n'ai aucun appel prévu. Mais je veux observer Marc, étudier ses réactions, comprendre sa stratégie. Il fronce imperceptiblement les sourcils. Une plateforme e-learning? Tu ne m'avais pas parlé de ça. C'est encore confidentiel. Un projet de masterclass en marketing digital que j'aimerais lancer l'année prochaine. Revenu passif potentiel, 50 000 € par mois si on atteint nos objectifs de conversion. C'est faux, bien sûr. Mais je veux voir s'il va rapporter cette information à Margot, s'ils vont essayer de me voler cette idée fictive comme ils ont déjà volé mes économies et ma confiance. Marc sort son téléphone et tape rapidement un message. À qui? À ma femme, j'en suis certain. Ils communiquent en permanence, partagent tout ce que je dis, planifient ensemble leur prochain coup. La journée s'écoule lentement. Réunion, appel client, gestion administrative. Mais une part de mon cerveau reste en alerte constante, observant Marc, guettant ses gestes suspects, ses sorties prolongées, ses coups de fil chuchotés. À 14 h, il annonce qu'il doit s'absenter pour rencontrer un prospect dans le luxe. Bien sûr. Margot m'a envoyé un SMS à 13 h 45, shopping interminable avec Céline, on enchaîne sur un déjeuner. Je rentrerai tard. Leurs horaires collent parfaitement. Leurs alibis se complètent. Leur organisation ferait pâlir d'envie une agence de communication. Profitant de l'absence de Marc, je me connecte sur son ordinateur. Il a laissé sa session ouverte, négligence coupable ou arrogance assumée? Dans ses emails, je découvre des échanges avec un agent immobilier. Effectivement, il a loué cet appartement près de la place Vendôme. Bail commercial au nom de notre société, bien sûr. Bureau de représentation pour clients VIP, précise le contrat. Très malin, il détourne nos fonds professionnels pour financer leur nid d'amour, tout en ayant une justification légale. Mais ce n'est pas tout. Marc correspond également avec plusieurs influenceuses mode que Margot prétend avoir dans son réseau. Il leur propose des collaborations spéciales, des partenariats privilégiés, le tout financé par notre cash flow. Ces femmes ne savent probablement pas qu'elles participent involontairement à une escroquerie conjugale. Une série d'emails attire particulièrement mon attention. Marc échange avec un certain Dimitri K, visiblement un investisseur russe basé à Monaco. Objet, rachat d'agence digitale parisienne. Dans ses messages, Marc décrit notre société de manière très précise, chiffre d'affaires, portefeuille client, méthode de travail, faiblesse de la concurrence. Il vend littéralement notre agence dans notre dos, négociant sa propre position dans la future structure. Le prix discuté me coupe le souffle, 2 millions € pour 80% des parts. Marc toucherait une commission de négociation de 300 000 €. Pendant que je me tue à développer notre business, lui prépare discrètement sa sortie avec ma femme et mon argent. Mon téléphone vibre. Message de Margot, Céline m'a invité au spa ce soir. Je dormirai peut-être chez elle, on a trop bu au déjeuner, larmes de joie. Le spa. Nouveau code pour ses escapades avec Marc, j'imagine. Et cette soirée blanche qu'elle s'octroie lui permettra de passer la nuit avec lui dans leur appartement secret. Je ferme l'ordinateur de Marc et retourne à mon bureau. La colère monte, mais elle est différente maintenant. Plus froide, plus calculatrice. Marc et Margot ont transformé ma vie en terrain de jeu, mon travail en distributeur automatique, mon mariage en mascarade. Ils se croient plus malins que moi, plus rapides, plus impitoyables. Ils vont découvrir leurs limites. À 18 h, Marc revient au bureau, rayonnant. Excellent rendez-vous. Le client du luxe mord à l'hameçon. On devrait signer un gros contrat la semaine prochaine. Quel client? Dimitri K, l'investisseur russe? Ou simplement un mensonge de plus pour justifier son après-midi avec ma femme? Parfait. On fête ça? Pas ce soir, j'ai un dîner famille. Mais promis, on se rattrape bientôt. Dîner famille. Il va sans doute retrouver Margot pour célébrer leur dernier larcin. Pendant que moi, je vais rentrer dans notre appartement vide, dîner seul devant la télé, faire semblant de croire que ma femme se détend innocemment chez sa meilleure amie. Mais ce soir, j'ai autre chose de prévu. Une fois seul au bureau, je télécharge tous les fichiers de l'ordinateur de Marc sur une clé USB. Email, documents, factures, contact client, négociation avec Dimitri K. Tout y passe.
Je copie également nos contrats d'association, nos accords de répartition des bénéfices, nos signatures de banque. Si Marc veut jouer au plus malin, il va falloir qu'il soit vraiment très fort. Je prends ensuite rendez-vous avec Maître Dubois, l'avocat qui avait rédigé nos statuts de société 5 ans plus tôt. Urgence professionnelle, dis-je à son secrétaire. Possible détournement de fonds par un associé. Le rendez-vous est fixé à demain matin, 8 heures. Marc sera probablement encore au lit avec Margot à cette heure-là, épuisé par leur nuit de débauche financée avec mes économies. En quittant le bureau, je m'arrête dans un magasin d'électronique. J'achète 2 micro-enregistreurs haute définition, invisibles une fois installés. L'un ira dans la voiture de Margot, l'autre dans le bureau de Marc. Si mes soupçons se confirment, j'aurai bientôt des heures d'enregistrement de leurs conversations intimes et professionnelles. De retour chez moi, l'appartement est effectivement vide. Sur la table de la cuisine, un mot de Margot, « Mon chéri, passez prendre des affaires pour demain. Tu me manques déjà. Je t'aime. Je t'aime. » 3 mots qui me font l'effet d'un coup de poignard. Comment peut-elle écrire ça après avoir passé l'après-midi à coucher avec mon meilleur ami? Comment peut-elle mentir avec tant de naturel, tant de tendresse apparente? Je froisse le papier et le jette à la poubelle. Puis je me sers un verre de whisky, un Macallan 18 ans que Marc m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Probablement acheté avec l'argent de notre société, lui aussi. Le liquide ambré brûle ma gorge, mais c'est une brûlure salutaire. Elle me rappelle que je suis vivant, que je ne suis pas encore détruit, que j'ai encore des cartes à jouer. Mon téléphone sonne. Salut, Thomas. Petite question. Tu peux m'envoyer le code d'accès à notre compte de liquidité de précaution? J'ai un virement urgent à faire demain matin. Compte de liquidité de précaution. 50 000 € que nous gardons pour les coups durs, les opportunités inattendues, les investissements stratégiques. Marc veut y toucher. Probablement pour financer ses nouveaux projets avec Dimitri K. Ou simplement pour poursuivre son train de vie fastueux avec ma femme. Quel virement? Oh, rien de grave. Juste un acompte pour sécuriser ce nouveau client dont je t'ai parlé. Tu sais, celui du luxe. Mensonge. Encore et toujours. Mais cette fois, je vais le prendre en flagrant délit. Pas de problème, Marc. Je t'envoie ça par SMS. Je lui envoie effectivement le code. Mais j'active également les alertes bancaires sur mon téléphone. Chaque mouvement sur ce compte déclenchera une notification en temps réel. Si Marc vire cet argent, je le saurai immédiatement, et j'aurai une preuve supplémentaire de ses détournements. Merci, tu es un chef. À demain au bureau. À demain. Je raccroche et termine mon verre de whisky. Dans 24 heures, tout va changer. L'avocat aura étudié nos contrats, j'aurai des preuves irréfutables des détournements de Marc, et les micro-enregistreurs commenceront leur travail de documentation. Marc et Margot croient encore tenir tous les fils de leur marionnette. Ils ne savent pas que la marionnette est en train de couper ses propres liens, un à un, méthodiquement. Mon téléphone vibre. Notification bancaire, virement de 15 000 € effectué depuis le compte liquidité vers Monaco Business Bank. 15 000 €. Vers Monaco. Vers Dimitri K, certainement. Marc vient de franchir une ligne rouge majeure. Il détourne officiellement nos fonds pour ses affaires personnelles. Je souris dans le noir de mon salon. Merci, Marc. Tu viens de me donner l'arme parfaite pour te détruire. Et ce n'est que le début. Une semaine plus tard. Maître Dubois referme le dossier d'un geste sec. Son visage de juriste expérimenté ne trahit aucune émotion, mais je sens qu'il a parfaitement saisi l'ampleur du désastre. Monsieur Mercier, ce que vous me montrez là constitue un détournement de fonds caractérisé. Votre associé a vidé vos comptes de précaution, utilisé la carte corporate pour des dépenses personnelles, et négocié la vente de votre société sans votre accord. Nous avons largement de quoi porter plainte. Plainte. Le mot résonne étrangement dans ce bureau feutré du 8e arrondissement. Il y a un mois, Marc était mon meilleur ami, mon bras droit, celui avec qui je partageais mes ambitions et mes doutes. Aujourd'hui, je m'apprête à le faire coffrer. Combien de temps de prison risque-t-il? Entre 2 et 5 ans, selon les circonstances. Plus une interdiction d'exercer dans la finance ou la gestion d'entreprise. Sa carrière serait terminée. Sa carrière terminée. Parfait. Mais ce n'est pas suffisant. Marc ne m'a pas seulement volé mon argent, il m'a volé ma femme. Les tribunaux peuvent récupérer les fonds détournés, mais ils ne peuvent pas réparer une trahison intime. J'aimerais attendre encore un peu avant de porter plainte officiellement. Le temps de rassembler d'autres preuves.
Maître Dubois hausse un sourcil étonné. Pourquoi? Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Parce que j'ai un plan plus subtil, plus dévastateur. Mais ça, je ne peux pas le dire à un avocat. Question de timing. Notre plus gros client, Kering, doit signer aujourd'hui. Si l'affaire éclate maintenant, on perd le contrat. J'aimerais d'abord sécuriser nos revenus. C'est partiellement vrai. Kering doit effectivement signer ce matin. Mais surtout, je veux que Marc se sente en sécurité encore quelques jours. Les micro-enregistreurs que j'ai installés font leur travail. Chaque conversation compromettante est archivée, chaque détail de leur liaison est documenté. En sortant du cabinet d'avocat, je consulte mon téléphone. 3 notifications de mes dispositifs d'espionnage. Marc a passé 2 heures hier soir dans son bureau, au téléphone avec quelqu'un. Les fragments de conversation captés sont éloquents. Elle ne se doute de rien, son mari est complètement aveugle. Oui, on peut accélérer le calendrier, l'appartement de Vendôme est parfait, elle a accepté de quitter Thomas dès que j'aurai revendu ma part de l'agence. Ils prévoient de partir ensemble. Margot va me quitter. Mais pas avant que Marc ait liquidé notre société pour financer leur nouvelle vie. Direction le bureau. Aujourd'hui, c'est le jour J pour Kering. Si nous décrochons ce contrat, notre agence sera valorisée à plus de 3 millions d'euros au lieu de 2. Marc touchera donc une commission encore plus importante lors de la revente à Dimitri K. Je le trouve dans la salle de réunion, impeccable dans son costume Hugo Boss, encore un achat professionnel sur nos comptes, j'imagine. Il peaufine les derniers détails de notre présentation. Nos 6 mois de travail, nos stratégies les plus innovantes, nos analyses les plus pointues. Tout ce qu'il va présenter comme son propre génie devant les dirigeants de Kering. Prêt pour le grand jour, je lance avec un sourire complice. Prêt à cartonner. Cette campagne de retargeting pour leur marque de luxe va révolutionner leur roi. On va leur montrer comment optimiser leurs investissements publicitaires comme jamais. On. Il dit on, mais je sais qu'il pense je. Dans sa tête, il a déjà racheté mes parts, effacé mon nom de l'entreprise, transformé mes idées en son succès personnel. Au fait, j'ai reçu un appel intéressant hier soir, continue-t-il. Un investisseur russe, Dimitri quelque chose. Il s'intéresse aux agences digitales parisiennes. Ça pourrait être une opportunité d'expansion si jamais on voulait voir plus grand. L'hypocrite parfait. Il fait semblant de découvrir Dimitri K, alors qu'il négocie depuis des semaines. Il teste ma réaction, essaie de préparer le terrain pour sa future trahison. Intéressant. On en parlera après Kering. Bien sûr. Une chose à la fois. À 10 heures précises, l'équipe de Kering arrive. 4 personnes en costume sombre, dirigées par Madame Lefort, la directrice marketing Europe. Des gens sérieux, habitués à brasser des millions, peu impressionnés par les belles paroles. Marc commence la présentation. Je dois reconnaître qu'il est brillant. Charismatique, précis, convaincant. Il décortique leurs problématiques avec une acuité remarquable, propose des solutions innovantes, projette des résultats ambitieux mais crédibles. Pendant 40 minutes, il déploie tout son talent de vendeur. Mais à un moment, il commet une erreur. Une petite erreur que seul un expert comme moi peut repérer. Nos analyses comportementales montrent que vos clients de maroquinerie ont un parcours d'achat moyen de 72 heures entre la première visite et l'achat. En optimisant votre tunnel de conversion avec nos outils de retargeting, on peut réduire ce délai à 48 heures, soit une amélioration de 33% de votre taux de transformation. Faux. Complètement faux. Nos analyses montrent 84 heures, pas 72. Et l'amélioration serait de 43%, pas 33%. Marc a mélangé les chiffres de 2 études différentes. Erreur de débutant, mais lourde de conséquences face à des clients qui maîtrisent parfaitement leurs propres données. Je vois Madame Lefort froncer les sourcils, consulter son dossier, échanger un regard inquiet avec ses collaborateurs. Ils ont repéré l'incohérence. C'est le moment d'intervenir. Excusez-moi Marc, je crois qu'il y a une petite confusion dans les chiffres. Nos dernières analyses montrent plutôt 84 heures de parcours moyen, avec un potentiel d'optimisation à 48 heures, soit 43% d'amélioration. Je peux vous montrer le détail si vous voulez. Silence de plomb dans la salle. Marc me regarde avec surprise et irritation. Les clients de Kering reprennent confiance, ils retrouvent les chiffres qu'ils connaissent. Effectivement, 84 heures correspond à nos propres mesures, confirme Madame Lefort. Pouvez-vous nous détailler votre méthodologie d'analyse, Monsieur Mercier? Pendant les 30 minutes suivantes, je reprends la main sur la présentation.
J'explique nos processus, détaille nos outils, prouve notre expertise technique. Marc se contente de sourire et d'acquiescer, mais je sens sa frustration grandir. Il voulait briller seul devant Kering, prouver qu'il n'avait pas besoin de moi. Raté. À 12h30, Madame Lefort nous serre la main. Messieurs, votre agence correspond exactement à ce que nous cherchons. Le contrat est à vous. Mon assistante vous enverra les derniers détails cet après-midi. Victoire. 2 millions d'euros sur 24 mois. Le plus gros contrat de l'histoire de notre agence. Marc jubile, mais je devine son amertume. Ce succès, c'est aussi le mien. Il ne pourra pas s'en attribuer tout le mérite devant Dimitri K. Une fois les clients partis, Marc explose. Tu m'as saboté. J'avais la situation en main, pourquoi tu as repris la parole? Je t'ai sauvé, Marc. Tes chiffres étaient faux. Madame Lefort l'avait remarqué. Si je n'étais pas intervenu, on perdait le contrat. Il sait que j'ai raison, mais son orgueil l'empêche de l'admettre. Mes chiffres n'étaient pas faux, juste approximatifs. Dans le contexte commercial, c'est normal. Approximatif avec des clients qui maîtrisent leurs données par cœur? Tu plaisantes? Marc tourne les talons et sort de la salle de réunion. Je l'entends claquer la porte de son bureau. Parfait. Sa colère va le pousser à faire des erreurs, à précipiter ses plans avec Dimitri K. Les gens en colère deviennent imprudents. L'après-midi passe lentement. Marc évite de me croiser, sort déjeuner sans me prévenir, multiplie les coups de fil chuchotés. Vers 16h, il reçoit un appel qui semble particulièrement important. Il sort sur la terrasse pour être tranquille, mais mes micro-enregistreurs captent où? Dimitri? Le contrat Kering est signé, on peut accélérer le processus? Non, Thomas n'a rien remarqué pour les virements? Combien tu proposes pour 60% des parts au lieu de 80%? 2 millions d'euros, c'est correct? Oui, je peux convaincre Thomas de vendre rapidement? Comment? En lui faisant croire qu'on a des problèmes de trésorerie, qu'on risque la faillite? Il paniquera et acceptera n'importe quoi? Incroyable. Marc négocie maintenant la vente de ma propre entreprise en me faisant croire qu'elle va mal. Il compte me mentir sur notre situation financière pour me forcer à brader mes parts. L'arnaque parfaite, il récupère ma société et ma femme en me faisant passer pour un incompétent affolé. Vers 18h, il revient vers moi, tout sourire. Thomas, il faut qu'on parle. J'ai des infos inquiétantes sur notre trésorerie. Ça commence. Quel genre d'infos? Nos charges fixes ont explosé ces derniers mois. Entre les nouveaux locaux, les embauches, les investissements technologiques. On va être dans le rouge d'ici 3 mois. Même avec Kering. Mensonge éhonté. Nos charges sont parfaitement maîtrisées, et le contrat Kering nous garantit 2 ans de bénéfices confortables. Mais Marc joue son rôle à la perfection, l'associé responsable qui alerte son partenaire naïf. Tu es sûr de tes calculs? Certain. J'ai passé la journée à éplucher les comptes. On a 2 solutions, soit on lève des fonds rapidement, soit on trouve un acquéreur. Voilà. Il plante le décor de sa future proposition. Dimitri K. va miraculeusement apparaître comme le sauveur providentiel. Quels acquéreurs pourraient être intéressés? Justement, j'ai eu ce contact russe dont je t'ai parlé ce matin. Dimitri Kozlov. Il rachète des agences en difficulté pour les intégrer dans son groupe international. Ça pourrait nous sauver. Marc débite son scénario avec un naturel désarmant. S'il n'était pas en train d'essayer de me ruiner, j'admirerais presque sa performance d'acteur. On peut le rencontrer? Il est à Paris demain. Dîner au Bristol, 20h. Tu es libre? Le Bristol. L'hôtel où Marc retrouve ma femme. Il programme notre rendez-vous professionnel dans le lieu même de ses adultères. La provocation est énorme, mais il ne sait pas que je sais. Parfait. On y sera. Marc sourit, satisfait. Il croit avoir ferré le poisson. Dans sa tête, je viens d'accepter de me faire dévaliser en beauté. Il va savourer ce dîner, conclure son plus beau coup en business tout en narguant le mari cocu. Mais moi aussi, je vais savourer ce dîner. Pour d'autres raisons. En rentrant chez moi, je trouve un message de Margot, soirée fille chez Céline, encore. Je rentrerai tard, ne m'attends pas. Bisous mon cœur. Soirée fille. Le même soir où Marc dîne avec Dimitri K. Quelle coïncidence. Elle va probablement les rejoindre après le rendez-vous d'affaires, pour fêter leur coup en trio. Je passe la soirée à préparer ma stratégie pour demain. J'étudie le profil de Dimitri K sur LinkedIn, analyse ses précédentes acquisitions,
comprend ses méthodes. C'est un spécialiste du rachat d'entreprises sous-évaluées, qu'il revend ensuite avec d'énormes plus-values. Un prédateur financier, parfaitement assorti à Marc. Vers 23 heures, mes enregistreurs captent une conversation téléphonique de Marc. Ma chérie, tout se passe comme prévu? Thomas a mordu à l'hameçon? Demain soir, après le dîner avec Dimitri, on sera libre? Oui, libre de tout, libre de lui. Tu as préparé tes valises? Parfait. Dès que j'aurai récupéré l'argent de la vente, on part pour Monaco? Une nouvelle vie, loin de toute cette comédie? Je t'aime aussi, Margot. À demain. Margot. Il l'appelle par son prénom. Il parle de valises, de départ, de nouvelle vie. Tout est confirmé, ils comptent disparaître ensemble après m'avoir dépouillé. Une nouvelle vie. Ils en auront une, effectivement. Mais pas celle qu'ils imaginent. Je me couche vers minuit, étrangement serein. Demain sera le jour de vérité. Marc va découvrir que son pigeon a des griffes, et Margot va apprendre que les maris trompés ne sont pas toujours des victimes passives. Dans mon lit conjugal, je fixe le plafond en souriant. Plus que 24 heures avant que leur monde parfait s'écroule. Plus que 24 heures avant qu'ils paient pour des mois de mensonges, de vols et d'humiliation. Le réveil va être brutal. Le jour J. 19h45 Bristol Hotel. Je me tiens devant les portes dorées de l'établissement le plus luxueux de Paris, celui-là même où Marc amenait ma femme pour leur rendez-vous galant. L'ironie de la situation me fait presque sourire. Ce soir, c'est moi qui vais piéger mon associé dans le lieu même de ses trahisons. Dans ma poche, un micro-enregistreur haute définition capture déjà les bruits de la rue. Sur mon téléphone, l'application de géolocalisation suit les mouvements de Marc en temps réel. J'ai discrètement installé un mouchard sur sa voiture hier soir. Il arrive du 16e arrondissement, probablement après avoir déposé Margot quelque part pour sa fausse soirée fille. Marc apparaît au bout de l'avenue, impeccable dans son costume Armani. Il rayonne de confiance, persuadé de tenir le rôle principal de cette comédie qu'il a orchestrée. S'il savait que je connais chaque détail de son plan, chaque mensonge de sa stratégie, chaque secret de sa liaison avec ma femme. Thomas. Ponctuel comme toujours. Il me serre la main avec cette chaleur feinte qu'il a perfectionnée ces derniers mois. L'ami fidèle qui s'apprête à me poignarder dans le dos. On ne fait pas attendre un investisseur de cette envergure. Il est déjà arrivé? Il nous attend au bar. Tu vas voir, c'est un personnage fascinant. Un vrai requin de la finance internationale. Un requin. Le terme est parfaitement choisi. Marc ne sait pas à quel point. Nous traversons le hall somptueux de l'hôtel. Moquette épaisse, lustre en cristal, mobilier d'époque. L'endroit où ma femme a joué les maîtresses de luxe pendant que je travaillais pour financer leur plaisir. Chaque détail de ce décor me rappelle mon humiliation, mais aussi ma future vengeance. Au bar, un homme d'une 50aine d'années nous attend, installé dans un fauteuil en cuir. Costume gris anthracite, montre Patek Philippe, cigare entre les doigts. Dimitri Kozlov correspond exactement à l'image du businessman russe fortuné. Puissant, élégant, vaguement inquiétant. Messieurs, j'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Son français est parfait, teinté d'un léger accent slave qui lui donne une aura exotique. Il nous serre la main avec cette poigne ferme des hommes habitués à brasser des millions. Marc Duval, nous nous sommes parlé au téléphone. Et voici Thomas Mercier, mon associé et cofondateur de l'agence. Enchanté, monsieur Mercier. Marc m'a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous êtes le génie créatif du duo? Le génie créatif. Marc a donc présenté notre association comme un tandem classique, lui le businessman, moi l'artiste. Façon subtile de minimiser mon rôle stratégique et de justifier sa future prise de contrôle. Nous formons surtout une équipe complémentaire. Marc s'occupe plus du développement commercial, moi de la partie technique et analytique. Parfait. J'adore les binômes efficaces. Avant de parler affaires, que buvez-vous? Whisky, s'il vous plaît. Macallan 25 ans pour tout le monde. Dimitri commande d'un geste royal. 3 verres à 300 € pièce. L'homme ne regarde pas à la dépense, signe d'une fortune considérable. Ou d'une mise en scène soigneusement orchestrée pour impressionner ses futurs pigeons. Alors, messieurs, Marc m'a expliqué votre situation. Agence brillante, croissance rapide, mais problème de trésorerie. C'est classique dans votre secteur. Les coûts explosent plus vite que les revenus. Marc acquiesce gravement, exactement. Malgré nos succès récents, on vient de décrocher Kering, on se retrouve dans une impasse financière.
Il nous faut un partenaire solide pour passer le cap. Mensonge éhonté prononcé avec un naturel parfait. Marc joue son rôle d'associé inquiet à la perfection. Si je ne connaissais pas la vérité, je serais probablement convaincu par sa performance. Le contrat Kering, c'est énorme. Félicitations. Quel montant, si ce n'est pas indiscret? 2 millions sur 24 mois, je réponds. Impressionnant. Avec un tel contrat, vos problèmes de trésorerie devraient se résoudre naturellement, non? Question pertinente. Dimitri teste la cohérence de notre discours. Marc s'empresse de reboucher la brèche. Malheureusement, non. Kering paye en plusieurs tranches et nos charges courantes sont trop lourdes. On a besoin de liquidités immédiates pour honorer nos engagements. Quels engagements? Salaire d'équipe, loyer, investissement technologique, remboursement d'emprunts. Nouveau mensonge. Nous n'avons aucun emprunt significatif et nos charges sont parfaitement couvertes par nos revenus actuels. Mais Marc construit méthodiquement sa fiction, empilant les faux problèmes pour justifier une vente d'urgence. Je comprends. C'est effectivement délicat. Combien vous faudrait-il pour assainir la situation? Au moins 500 000 € de cash immédiat. Mais on préférerait céder une partie de l'entreprise plutôt que s'endetter davantage. Sage décision. L'endettement tue plus d'entreprises que la concurrence. Dimitri sirote son whisky, réfléchit, pose des questions techniques sur notre activité. Il connaît manifestement très bien le secteur du marketing digital, maîtrise le vocabulaire spécialisé, comprend nos enjeux stratégiques. Soit c'est vraiment un investisseur expérimenté, soit c'est un escroc de très haut niveau. Au bout d'une heure de discussion, il entre dans le vif du sujet. Messieurs, votre agence m'intéresse. Je propose de racheter 60% des parts pour 2 200 000 €. Vous gardez la direction opérationnelle, mais j'apporte les fonds nécessaires au développement. Qu'en pensez-vous? Marc joue la surprise, et c'est généreux. Très généreux même. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? 2 millions pour 60% d'une agence qui vaut au minimum 3 millions avec le contrat Kering? C'est effectivement généreux, pour Dimitri. Mais Marc fait semblant de trouver l'offre attractive, pour me pousser à accepter rapidement. Il faudrait qu'on étudie les détails. Les modalités de paiement, la gouvernance future, les clauses de sortie? Bien sûr. Mais comprenez que ce type d'opportunité ne se présente pas souvent. J'ai d'autres dossiers en cours, d'autres agences intéressées. Si vous voulez mon argent, il faut décider vite. Technique de manipulation classique, créer l'urgence pour empêcher la réflexion. Dimitri et Marc jouent parfaitement leur partition, alternant séduction et pression. Combien de temps nous laissez-vous? Demande Marc. 48 heures. Après, je passe au dossier suivant. C'est court? Les affaires, c'est comme la guerre. Celui qui hésite est mort. Dimitri règle l'addition d'un geste désinvolte, 400 € pour 3 verres et quelques amuse-bouches. L'argent ne semble poser aucun problème. Il nous serre la main, nous remet sa carte de visite, et disparaît dans une Bentley noire aux vitres teintées. Marc et moi restons seuls sur le trottoir du Bristol. L'air frais d'octobre nous saisit après la chaleur feutrée du bar. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Il me semble sérieux. Fortuné, en tout cas. Thomas, cette offre peut nous sauver. 2 millions, c'est exactement ce qu'il nous faut pour repartir sur de bonnes bases. Et on garde 40% d'une entreprise assainie. Marc plaide sa cause avec une conviction troublante. S'il n'était pas en train de m'arnaquer, je pourrais presque le croire sincère. Mais je connais la vérité, cette vente lui rapportera au minimum 600 000 € de commission, plus la valorisation de ses 40% restants. De quoi financer largement sa nouvelle vie avec Margot. Je ne sais pas, Marc. Vendre si vite, si cher? Ça me paraît presque trop beau pour être vrai. Thomas, on n'a pas le choix. Dans 3 mois, on sera en cessation de paiement. Tu préfères perdre 100% de quelque chose qui ne vaut plus rien, ou garder 40% de quelque chose qui prospère? L'argument choque. La peur de tout perdre contre l'espoir de sauver une partie. Marc appuie exactement où ça fait mal, sur mes angoisses d'entrepreneur. D'accord. On a 48 heures pour décider. Laisse-moi consulter notre comptable, vérifier nos comptes, faire les calculs. Parfait. Tu vas voir, c'est la bonne décision. La seule décision sensée. Marc rayonne. Dans sa tête, c'est gagné. Je viens d'accepter le principe de la vente, il ne reste que les détails à régler. Demain, il sera riche et libre. Après-demain, il sera loin de Paris avec ma femme et mon argent.
Nous nous séparons devant l'hôtel. Marc prend un taxi vers l'est probablement pour rejoindre Margot dans un restaurant complice, célébrer leur futur succès. Moi, je rentre chez moi à pied, pour réfléchir. Les Champs-Élysées sont illuminés, grouilles de touristes et de noctambules. Paris brille de tous ses feux, indifférente aux petits drames humains qui se jouent dans ces rues. Dans quelques heures, Marc et Margot vont découvrir que leur victime n'était pas aussi naïve qu'ils le croyaient. Arrivé chez moi, je trouve l'appartement vide. Sur la table de la cuisine, encore un mot de Margot, mon chéri, soirée prolongée chez Céline. Dodo chez elle. Bonne nuit, je t'aime. Je t'aime. Toujours cette phrase qui me lacère. Comment peut-elle écrire ça en sachant qu'elle couche avec mon meilleur ami? Comment peut-elle mentir avec autant de naturel? Je froisse le papier et l'ajoute à ma collection. J'ai gardé tous ces mots d'excuses, toutes ces justifications mensongères. Un jour, elle découvrira que chacun de ces mensonges a été soigneusement archivé. Je me sers un dernier whisky et consulte mes enregistrements de la journée. Les micros ont capté une conversation téléphonique entre Marc et quelqu'un d'autre, vers 22h30. C'est fait. Il a mordu. 48 heures et on sera libre? Non, il n'a rien soupçonné. Oui, Dimitri a été parfait. Demain, tu prépares tes valises? Monaco, ma chérie? Une nouvelle vie nous attend? Ma chérie. Il parle à Margot, forcément. Ils sont ensemble quelque part, dans un restaurant, un bar, peut-être même dans leur appartement secret de la place Vendôme. Ils savourent leur victoire anticipée, planifient leur avenir avec mon argent. Mais ils ne savent pas que leur plan vient de se transformer en piège. Ils ne savent pas que demain matin, Maître Dubois déposera une plainte pour détournement de fonds. Ils ne savent pas que Dimitri Kozlov va avoir quelques surprises désagréables. Ils ne savent pas que leur nouveau monde parfait va s'écrouler avant même de commencer. Je termine mon verre et vais me coucher. Dans mon lit conjugal, celui où Margot joue encore parfois la comédie de l'épouse aimante, je programme les derniers détails de ma vengeance. Demain, 8h, rendez-vous avec Maître Dubois pour finaliser les plaintes. 9h, appel à la brigade financière pour signaler les détournements de Marc. 10h, rendez-vous avec notre banquier pour bloquer tous les comptes professionnels. 11h, convocation de Marc pour une réunion urgente au bureau. 12h, révélation de la vérité. Et l'après-midi sera consacré à Margot. À ma chère épouse qui croit encore pouvoir me tromper impunément. Je ferme les yeux, étrangement apaisé. Après des semaines d'humiliation et de rage contenue, l'heure de la justice approche enfin. Marc et Margot ont joué avec mes sentiments, mon argent, ma confiance. Demain, ils vont découvrir le prix de leur jeu. Le lendemain, 11h45. Marc pousse la porte de notre bureau avec son sourire habituel, mais je décèle une nervosité nouvelle dans ses gestes. Il consulte son téléphone plus souvent que d'habitude, vérifie l'heure, tapote nerveusement sur son bureau. L'excitation du prédateur qui sent sa proie à portée de main. Salut Thomas. Alors, tu as réfléchi à l'offre de Dimitri? J'ai même fait mieux que réfléchir, Marc. J'ai enquêté. Je pose devant lui une chemise cartonnée. À l'intérieur, des dizaines de documents, relevés bancaires, factures détournées, enregistrements audio, captures d'écran, contrats secrets. 3 mois d'investigation minutieuse condensés en preuves irréfutables. Le sourire de Marc se fige. Ses yeux balaient rapidement les documents, s'arrêtent sur quelques détails compromettants. Sa peau pâlit d'un coup. Thomas, qu'est-ce que c'est que ça? La vérité, Marc. Toute la vérité sur tes petites magouilles. Je m'assois en face de lui, savourant chaque seconde de son désarroi croissant. Pendant des mois, il m'a pris pour un imbécile. Aujourd'hui, il va découvrir à quel point il s'est trompé. Commençons par le commencement. Tes détournements de fonds. 43 000 € de frais personnels facturés à notre société. Le Bristol, le Georges V, Cartier, Louis Vuitton. Tu as financé ta liaison avec ma femme avec notre argent. Marc tente un dernier barreau d'honneur. Thomas, tu dérailles. Ces frais sont légitimes. Des clients, des prospects. Des clients? Je sors une facture du Bristol. Suite impériale, mardi 15 octobre, entre 17h et 20h. Exactement aux mêmes heures où tu prétendais être en rendez-vous d'affaires et où Margot était supposée être en formation. Coïncidence remarquable, non? Le silence s'abat sur le bureau. Marc fixe la facture comme si elle allait disparaître par magie. Ses mains tremblent légèrement. Et ça, Marc? Je pose devant lui les échanges de mai avec Dimitri K,
3 mois de négociations secrètes pour vendre mon entreprise sans mon accord. Tu comptais m'annoncer notre faillite pour me forcer à brader mes parts. Génial, comme plan. Thomas, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu couches avec ma femme depuis des mois? Que vous utilisez notre appartement pour vos petites séances? Que vous planifiez de partir ensemble à Monaco dès que tu auras récupéré l'argent de la vente? Les dernières couleurs quittent le visage de Marc. Il comprend que je sais tout, absolument tout. Que sa mascarade parfaite s'est écroulée. Comment tu as su? En étant moins naïf que tu ne le croyais. En installant quelques micros bien placés. En analysant nos comptes. En croisant vos emplois du temps. Vous n'étiez pas aussi discret que vous le pensiez. Je sors mon téléphone et lance un enregistrement audio. La voix de Marc emplit le bureau. Ma chérie, tout se passe comme prévu? Thomas a mordu à l'hameçon? Demain soir, après le dîner avec Dimitri, on sera libre? Marc ferme les yeux, vaincu. Sa belle assurance s'effrite comme un château de cartes. Au fait, Marc, j'ai une petite surprise pour toi. Dimitri Kozlov n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais ce n'est pas un investisseur russe. C'est un acteur professionnel que j'ai engagé il y a une semaine. Ancien pensionnaire du conservatoire, spécialisé dans les rôles de businessman. Très convaincant, tu ne trouves pas? Le choc est brutal. Marc me regarde avec une incrédulité totale. Tu as monté toute cette mise en scène? Exactement. Je voulais te prendre en flagrant délit de tentative d'escroquerie. Mission accomplie. Hier soir, tu as essayé de me vendre une entreprise florissante en me faisant croire qu'elle était en faillite. C'est de l'abus de confiance caractérisé. Marc s'effondre dans son fauteuil. Il réalise que sa proie s'est transformée en chasseur, que toute sa stratégie était suivie et documentée depuis le début. Thomas, écoute-moi. Pour l'argent, on peut s'arranger. Je te rembourse tout. Pour Margot, c'est compliqué, on ne voulait pas que ça arrive. Vous ne vouliez pas que ça arrive? Ma voix se durcit. Vous avez loué un appartement secret, planifié vos rendez-vous, utilisé mon argent pour financer votre liaison. Tout ça, c'est arrivé par hasard? Bon, Marc, dans 1 heure, la brigade financière va débarquer ici. Ils ont toutes les preuves de tes détournements. Mon avocat a déposé plainte ce matin pour abus de confiance, détournement de fonds d'entreprise et tentative d'escroquerie. Tu risques 5 ans de prison ferme. La réalité le frappe comme un coup de massue. Sa carrière, sa liberté, son avenir avec Margot, tout s'évanouit en quelques secondes. Thomas, s'il te plaît, on peut négocier? Négocier? Comme tu as négocié avec Dimitri pour voler mon entreprise? Comme tu as négocié avec ma femme pour détruire mon mariage? Je me lève et me dirige vers la porte. Les flics seront là dans 50 minutes. Tu as le temps de vider ton bureau. Ou de t'enfuir, si tu préfères. Mais ils te retrouveront. Marc reste figé, anéanti. Le prédateur est devenu proie, le chasseur est devenu gibier. Justice est rendue. En sortant du bureau, je compose le numéro de Margot. Elle décroche à la 3e sonnerie, d'une voix enjouée. « Salut mon chéri. Comment s'est passée ta matinée? » « Excellente, ma chérie. Très révélatrice. Tu peux rentrer à la maison? J'ai quelque chose d'important à te dire. » « Bien sûr. J'étais justement en route. À tout de suite. » À tout de suite, effectivement. Notre dernière conversation de couple marié va être mémorable. 14h30, notre appartement. Margot pousse la porte avec son sourire radieux habituel. Elle porte une robe que je ne lui connaissais pas, probablement un cadeau de Marc, payé avec notre argent détourné. Tu avais l'air mystérieux au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'embrasse tendrement, joue la comédie de l'épouse aimante une dernière fois. Si elle savait que je connais chaque détail de ses mensonges, chaque secret de sa double vie. Assieds-toi, Margot. On doit parler. Quelque chose dans mon ton l'alerte. Son sourire faiblit légèrement, mais elle conserve sa façade de femme innocente. Tu m'inquiètes, Thomas. Il s'est passé quelque chose? Oui. Il s'est passé que j'ai découvert ta liaison avec Marc. Silence de plomb. Margot se fige, cherche une réponse, une défense, un mensonge de plus. Mais mon regard lui dit que c'est trop tard. Tu quoi, Margot? Tu vas me dire que c'est faux? Que vous êtes juste amis? Que je me trompe? Je sors mon téléphone et lance la vidéo que mes caméras cachées ont enregistrée dans notre chambre la semaine dernière. Les images sont explicites, sans équivoque possible.
Margot devient livide. Elle comprend qu'elle est prise au piège, que sa mascarade touche à sa fin. Depuis combien de temps tu sais? Depuis le début. Depuis le premier soir où vous vous êtes retrouvés ici, dans notre lit, pendant que j'étais en conférence. Thomas, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu m'aimes mais que tu couches avec mon associé? Que vous préparez votre fuite à Monaco avec l'argent volé de notre entreprise? Que tu sabotes mes contrats pour protéger vos rendez-vous? Chaque révélation la frappe comme une gifle. Elle réalise que je n'ai rien ignoré, que chacun de ses mensonges était percé à jour. Tu nous espionnais? J'enquêtais. Nuance. Quand on découvre que sa femme et son meilleur ami préparent ensemble votre ruine, on prend des précautions. Margot fond en larmes. Mais je ne ressens aucune compassion. Ces larmes, c'est de la culpabilité, pas du remords. Thomas, Marc et moi, c'était pas prévu, ça nous est tombé dessus. Ça vous est tombé dessus? L'appartement secret, les détournements de fonds, la vente organisée de mon entreprise, tout ça vous est tombé dessus par hasard? Oh, Margot, Marc est en garde à vue depuis 1 heure. La brigade financière l'a arrêté pour détournement de fonds et tentative d'escroquerie. Il va passer quelques années en prison. Votre projet de nouvelle vie à Monaco tombe à l'eau. Le choc final. Margot s'effondre complètement. Son amant en prison, leur plan détruit, leur avenir anéanti. Sa belle histoire d'amour se transforme en cauchemar judiciaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Murmure-t-elle entre ses sanglots. Je pose devant elle une liasse de documents, demande de divorce, inventaire de nos biens, constat d'adultère, preuve de complicité dans les détournements. Divorce pour faute. Tu récupères tes affaires personnelles et rien d'autre. L'appartement, les comptes, les investissements, tout reste à moi. Tu pars avec ce que tu avais en arrivant, rien. Thomas, tu ne peux pas. On a 8 ans de mariage. 8 ans de mariage que tu as détruit pour une aventure avec mon associé. 8 ans de confiance que vous avez piétiné pour quelques milliers d'euros volés. Je me lève et me dirige vers la porte. Tu as jusqu'à demain soir pour vider tes affaires. Après ça, les serrures seront changées. Et si je refuse? Je me retourne une dernière fois vers cette femme qui a partagé ma vie, mes rêves, mes projets. Cette femme qui m'a trahi de la manière la plus cruelle possible. Si tu refuses, je transmets à la justice les preuves de ta complicité dans les détournements de Marc. Tu risques 2 ans de prison comme complice. À toi de voir. Margot reste prostrée sur le canapé, détruite. Sa belle assurance s'est évaporée, son monde parfait s'est écroulé. Elle qui croyait pouvoir jouer avec mes sentiments découvre le prix de ses jeux. En fermant la porte de notre appartement, je ressens une satisfaction froide et définitive. Marc et Margot ont payé pour leur trahison. La justice est rendue. Mais en descendant l'escalier, une dernière pensée me traverse l'esprit. Un détail que j'ai gardé pour la fin, ma carte maîtresse finale. Je sors mon téléphone et envoie un SMS à Margot. Au fait, ma chérie, j'oubliais. Toutes vos conversations compromettantes ont été enregistrées. Vos projets, vos moqueries sur mon compte, vos aveux de détournement, tout est archivé. Si jamais tu as des idées de chantage ou de vengeance, souviens-toi que j'ai de quoi te détruire définitivement. Bonne chance pour ta nouvelle vie. Romain. La réponse arrive 30 secondes plus tard. Je sais tout. Non, Margot. Maintenant tu ne sais plus rien. Ton monde de mensonges s'est écroulé. Tes certitudes se sont brisées. Ta belle assurance s'est évanouie. Tu as découvert que certaines victimes deviennent des prédateurs. Et que la vengeance, servie froide, a un goût incomparable. Ce n'était que le début. Épilogue, 6 mois plus tard. Marc a été condamné à 4 ans de prison ferme pour détournement de fonds et tentative d'escroquerie. Sa carrière est terminée, ses économies confisquées, son interdiction d'exercer définitive. Margot travaille maintenant comme assistante dans une petite agence de communication de banlieue. Notre divorce a été prononcé à mes torts exclusifs. Elle a récupéré ses vêtements et ses bijoux personnels. Rien d'autre. Moi, j'ai racheté les parts de Marc pour une somme symbolique et développé l'agence au-delà de mes espérances les plus folles. Le contrat Kering a ouvert d'autres portes, d'autres opportunités. Mon chiffre d'affaires a triplé. Parfois, je croise Margot dans la rue. Elle détourne le regard, presse le pas, évite soigneusement mon chemin. Elle sait que je pourrais encore la détruire si l'envie m'en prenait. Mais je n'en ai plus besoin. Ma vengeance est accomplie. Ma justice est rendue. Tu as été piégé depuis le premier jour.